Le décryptage de l'actualité africaine est de retour sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Angle de vue. Au sommaire de ce nouveau numéro, la tension politique au Gabon, où l'Union sacrée pour la patrie, un regroupement des opposants et des leaders de la société civile gabonais, a demandé au président Ali Bongo de retirer sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Ceci dans un délai d'une semaine où il sera destitué par l'Assemblée nationale ou par un soulèvement populaire. Le gouvernement gabonais, qui n'a pas tardé à répondre par le biais de son porte-parole, a estimé que l'opposition est dans la blague et n'a aucun projet. Est-ce vraiment une farce ou sommes-nous à la veille de violences politiques au Gabon? Nous ferons le débat dans cette émission. Notre deuxième sujet de ce jour porte sur le Soudan du Sud, où après plusieurs reports, le chef de la rébellion, Riek Machar, est enfin arrivé ce mardi à Djouba et a été investi comme vice-président conformément aux clauses de l'accord de paix d'août 2015. Mais que sera l'après-retour de Riek Machar au Soudan du Sud? La cohabitation sera-t-elle facile entre lui et le président Salva Kiir? Nous en parlerons dans cette émission avec nos invités. Enfin, notre dernier sujet de ce jour portera sur le Burundi, où la procureure Fatou Bensouda de la Cour pénale internationale vient de lancer l'examen des crimes commis au Burundi en vue de l'ouverture d'une enquête sur les exactions dans ce pays. Cette initiative est-elle suffisante pour stopper les assassinats qui continuent au Burundi et où on annonce la reprise prochaine du dialogue politique entre le gouvernement du président Pierre Nkurunziza et les opposants? C'est une préoccupation que nous allons discuter également avec nos invités. Mais avant de lancer le débat, mesdames, messieurs, voici le point de l'actualité sur le continent africain. C'est le Flash. Au Gabon, l'Union sacrée pour la patrie, un regroupement d'opposants et de leaders de la société civile, a demandé au président Ali Bongo de retirer sa candidature à la prochaine élection présidentielle dans un délai d'une semaine, à défaut de démissionner la semaine qui suivra. Sinon, il sera destitué par l'Assemblée nationale ou par un soulèvement populaire. Le gouvernement a estimé que l'opposition est dans la blague et n'a aujourd'hui pas de projet pour la présidentielle à venir. En République démocratique du Congo, la dynamique de l'opposition, l'une des principales plateformes politiques opposées à un troisième mandat du président Joseph Kabila, a appelé dimanche à Kinshasa la population à accentuer la pression sur le régime pour la tenue de la présidentielle avant la fin de l'année. Cette rencontre s'est tenue en marge de la commémoration du 32e anniversaire de l'ouverture du pays au multipartisme. Après plusieurs jours de report, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est arrivé mardi dernier à Djouba, où il a immédiatement prêté serment comme vice-président et a appelé à l'unité et à la réconciliation pour mettre fin à plus de 2 ans de guerre civile. Cette cérémonie a eu lieu devant les hauts responsables de l'Union africaine et l'ancien président botswanais Festus Mogae, qui préside la commission de surveillance de l'accord de paix d'août 2015. Le débat de ce jour se fera avec 2 invités. D'abord, Bellarminus Kapovi, il est enseignant, docteur en communication politique. Bellarminus Kapovi, bonjour et bienvenue sur le plateau de Sika. Bonjour Joël. J'ai également sur ce plateau Maître Alain Oula, il est avocat au barreau de Cotonou au Bénin. Il l'accompagne également, il est avec nous du moins pour le décryptage de ce jour. Maître Alain Oula, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Monsieur Kapovi. Madame, Monsieur, nous allons à présent démarrer le débat. Ce sera juste après cette virgule. Notre premier débat de ce jour porte sur le Gabon, où l'Union sacrée pour la patrie, un regroupement des opposants et des leaders de la société civile gabonais, a demandé au président Ali Bongo de retirer sa candidature à la prochaine élection présidentielle dans un délai d'une semaine où il sera destitué par l'Assemblée nationale ou par la rue. Le gouvernement gabonais a estimé que l'opposition est dans la blague. Maître Alain Oula, à votre avis, sommes-nous à la veille de violences politiques au Gabon, ou s'agit-il juste d'une farce de l'opposition, comme le dit le gouvernement gabonais? Je pense qu'on n'est pas du tout dans une farce. Il s'agit effectivement des préparatifs annonciateurs d'une violence post-électorale. Alors, quand on parle de farce, je peux bien comprendre que l'on est en train de tacler la position de l'opposition qui est dans son dessein légitime
de revendication d'une alternance ou d'une prise de pouvoir. Oui, mais qui n'a pas le droit, oui, de se substituer au peuple gabonais, à l'électorat gabonais ou aux institutions gabonaises. Tout à fait. La question de la nationalité qui est préoccupante parce que les termes de l'article 10 de la Constitution sont quand même clairs et ont été inspirés par le président Omar Bongo, défunt. Ne peut être résolu et débattu que dans un cadre institutionnel, dans un cadre juridictionnel. La question se pose un peu tard, puisque Ali Ben Bongo n'a plus 18 ans, il en a un peu plus de 50, me semble-t-il, et il est déjà au pouvoir. La question, elle est précoce, parce que c'est à la Cour constitutionnelle, de mon point de vue, de se prononcer sur cet événement qui paraît une révélation. La Cour constitutionnelle est en droit et en devoir de dire si aujourd'hui la question de la nationalité d'Ali Ben Bongo pose problème par rapport à sa candidature pour une éventuelle réélection. Et je crois que l'opposition serait mieux inspirée d'attendre et de réserver cette question et qu'elle doit déférer, si elle le souhaite, à la juridiction de la Cour constitutionnelle qui aura à se prononcer sur la régularité des candidatures. Pourquoi l'opposition n'utilise pas les voies légales, justement, pour réclamer cela? Ils préfèrent passer soit par la rue, soit par les menaces. Aujourd'hui, on a l'impression que l'opposition gabonaise joue dans l'intimidation. Parce que ça a toujours été la pratique. Nous n'avons pas le réflexe juridictionnel et il y a une défiance par rapport aux juridictions africaines où on pense que les juges sont plus ou moins acquis au pouvoir en place. Moi, je pense que c'est un faux procès. Et même quand on sait que l'on n'a pas beaucoup de chances de prospérer en justice, et c'est justement à ce moment-là que la question se pose, il y a comme une forme d'intimidation parce que aucun membre de l'opposition n'est dupe sur les intentions d'Ali Ben Bongo de se maintenir au pouvoir. Et ça peut être une manière de discréditer la candidature d'Ali Ben Bongo qui sera présenté aux yeux de l'électorat, aux yeux du peuple gabonais, comme n'étant pas un authentique fan, et ce qui pourra permettre de grignoter éventuellement des voix sur son électorat. Lorsqu'on n'a pas cela reste à prouver. Bellarminus Kakovi, je le rappelle, vous êtes un enseignant, vous êtes un spécialiste de la communication politique. En matière de communication, justement, que pensez-vous de cette démarche de l'opposition gabonaise? Écoutez, ce qui se passe actuellement au Gabon, je ne suis pas juriste, donc je laisse le versant juridique à mettre sur le plan de la sur le plan purement politique. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une farce, c'est une intimidation, ou bien c'est une stratégie. Non, sur quel angle je préfère plutôt stratégie, mais c'est pas du tout une farce. Ce qui se passe là, c'est les prémices d'une crise politique majeure, si on y prend garde. Vous savez, ce qui se passe au Gabon actuellement, c'est la suite logique aussi. On préfère le but final de cette série, de toute cette succession de défections qu'on a constatées au sein du PDG. J'ai envie de faire une similitude avec le RPT au Togo, au moment où le président Faure Yassingbe a décidé de moderniser l'appareil politique du RPT qui est là depuis autant de décennies. Il y a eu quelques résistances des caciques du RPT. C'est exactement la même chose. Mais ce qui me paraît un peu étrange, c'est la position de M. Guy Nzoubandaba, l'ancien président, enfin le président démissionnaire de l'Assemblée nationale, qui dit aujourd'hui que le président de la République doit retirer sa candidature. Alors qu'il y a quelques années en arrière, en 2011, il a œuvré pour la révision de la Constitution gabonaise, et laquelle Constitution désormais dit que le président de la République est rééligible. Et on ne précise pas une limite de mandat. Et il était l'un des défenseurs de cette nouvelle constitution. Et subitement, aujourd'hui, il donne l'impression de le découvrir. Parce qu'il porte un autre manteau. Exactement, parce qu'il pose... Non, mais c'est ce que je dis, c'est que ce qui se passe aujourd'hui me pose un problème fondamental. C'est le problème des oppositions politiques en Afrique en général. Nous avons, vous avez dit tout à l'heure les opposants gabonais, mais je veux bien savoir de quels opposants parle-t-on. Pour moi, il n'y a pas une classe d'opposition au Gabon. Il y a juste des gens qui défendent des intérêts purement individuels. Moi, je ne vois même pas un intérêt gabonais dans tout ce qui se défend aujourd'hui. En fait, ils sont
en train d'être ostracisé au sein du pouvoir, au sein du PDG, de l'appareil politique du PDG. Donc, il faut le faut enfin entendre le voir. Et c'est ce qui se passe actuellement. Oui, mais ils sont quand même suffisamment nombreux. Hein. Il y a les anciens caciques du pouvoir, comme vous l'avez dit. Il y a un certain Jean Ping. Il y a l'ancien président de l'Assemblée nationale qui vient de se joindre à eux. Exactement. Ils sont quand même un certain nombre à réclamer l'alternance au pouvoir. Justement, on va quand même pas les minimiser. Ce sont quand même des forces politiques. Vous allez voir, non, moi je pense que ces gens constituent des forces politiques quand ils sont au sein d'un appareil. Et le PDG, c'est une machine redoutable. Et une fois qu'ils ne sont plus au sein de ce PDG-là, moi j'aimerais bien voir leurs forces. Aux prochaines élections. Moi, je doute un peu de leur puissance. Et là où je doute encore plus, c'est que s'ils étaient aussi puissants politiquement, ils auraient pu utiliser les voies légales pour contester toute légitimité au président Ali Bongo. Ce n'est pas à la rue qu'il faut faire recours. Et ce qui se passe là, c'est... Moi, honnêtement, je me pose un certain nombre de... comprendre. Moi, j'aimerais comprendre quelle est cette stratégie où on demande à un président de ne pas être candidat à sa réélection, sinon il sera destitué par l'Assemblée ou par la rue. J'ai du mal à comprendre la stratégie. Cela vise quoi? C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. C'est que ces gens-là ne sont pas tout à fait organisés. C'est pas à la rue qu'il faut faire recours. C'est vrai qu'ils disent soit par la rue, soit par l'Assemblée nationale. Je ne crois pas. Pas la majorité je ne crois. Et en plus, je ne crois pas savoir que l'Assemblée nationale peut destituer le président de la République. L'Assemblée nationale peut saisir la haute cour de justice. Laquelle haute cour de justice? Et ça, c'est l'article 68 de la Constitution, la nouvelle Constitution, la Constitution revisitée récemment, qu'il dit. Donc, il faut saisir la haute cour de justice. Laquelle haute cour de justice est composée de 13 membres. Et des 13 membres, 7 sont choisis par le Conseil supérieur de la magistrature. Lequel conseil est pro-Ali Bongo. Par le président de la République. vous comprenez un peu? Il faut toute une procédure. Et 6 sont choisis par l'Assemblée nationale. Or, on sait que à l'Assemblée nationale, sur les 120 sièges, 117 sont occupés par le PDG. Et donc, j'aimerais bien savoir comment est-ce que ça va se passer à la Haute Cour de justice. Maître Alain Oula, alors, en face, on a un gouvernement aujourd'hui qui esquive les attaques de l'opposition. Mais est-ce que c'est une bonne stratégie? On a l'impression que le gouvernement aussi est en train de faire une fuite en avant. Pourquoi ne pas faire face et répondre justement à la demande de cette opposition? Et ce n'est pas opportun pour le Gabon que l'on suscite cette polémique ou que l'on y réponde. Jean Ping, l'ancien président de l'Assemblée, il faut répondre, il se pose le problème. Ils ont posé le problème de l'origine du président. Pourquoi ne pas répondre? Faire face et répondre. Dire, ok, le président est gabonais, point barre. Toute la classe politique gabonaise sait dans quelles conditions Ali Ben Bongo a été le fils d'Omar Bongo. Il n'y a jamais eu de polémique jusqu'à présent. C'est vrai, et nous le comprenons, c'est une question d'opportunisme et d'opportunité. Parce qu'il y a de vrais problèmes, il ne faut pas le cacher. L'administration du président Ali Ben Bongo n'est pas des plus glorieuses, les résultats ne sont pas au rendez-vous, et il y a beaucoup de scandales qui entravent le bon fonctionnement de ce régime. Donc, oui, mais pourquoi ils ne font pas la lutte sur ce terrain? Ils préfèrent s'attaquer à des questions liées à la vie privée du président. C'est une opposition en difficulté. C'est le désarroi. Le Gabon a été régenté par le clan Bongo, auquel tous ces personnages et toutes ces personnalités ont appartenu, ont servi. Il y a eu un héritage imposé. Ali Ben Bongo, qui, dans un souci de rénovation, je vais dire de réorganisation de ceux qui vont partager le gâteau gabonais, a mis de côté ces caciques qui aujourd'hui veulent retrouver une deuxième couleur et qui essayent de se battre ou de se débattre plus exactement pour conquérir. Et il ne faut pas penser que ça ne peut pas porter ses fruits. C'est vrai que je suis très réservé quant à l'aboutissement de cette lutte, mais le problème de la nationalité, le problème de la gabonaïté d'Ali Ben Bongo peut faire mouche dans... Oui, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans l'électorat. Ça se traîne à longueur. La polémique, elle est récente.
La polémique est née principalement depuis l'ouvrage de Pierre Péan. Naturellement, c'est pour ça que je dis ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait bientôt plus d'1 an que personne n'a qu'on en jamais parle. posé ce problème. Et je crois que le régime gabonais a envoyé un clin d'œil à Jean Ping, qu'on appelait Mao. Vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas évident non plus que lui aussi soit vraiment... Donc, voilà, donc c'est une question de stratégie et nous avons eu l'opportunité de débattre déjà sur ce plateau de cette question pour vous dire qu'au-delà de la question politique, il y a de forts et de grands intérêts successoraux qui sont liés à ce problème de nationalité. Maintenant, pourquoi l'opposition ne peut pas judicieusement emprunter la voie judiciaire ou juridictionnelle? Parce que cette action est vouée à l'échec. Vous ne pouvez pas affirmer que le président se soit servi de faux, c'est ce qui est écrit par Pierre Péan, de faux diplômes et de faux certificats de nationalité ou de faux actes de naissance, ce qui est peut-être dans le fond vrai, mais il faut qu'une juridiction reconnaisse et admette ce faux avant que la procédure éventuelle de destitution puisse être engagée. On ne peut pas uniquement sur les récriminations d'une opposition qui a été complice et qui a tué ces liens plus ou moins ambigus viennent aujourd'hui parce qu'elle veut conquérir le pouvoir, ce qui est légitime en termes d'intérêt personnel, mais pas forcément en termes d'intérêt pour le Gabon. Pour la population gabonaise. On ne peut pas se fonder uniquement sur ces récriminations pour déstabiliser un régime qui fonctionne comme il a toujours fonctionné depuis des décennies. Alors, je reste avec vous, Maître Alain. La société civile gabonaise a, pas plus tard que ce mardi, tiré sur la sonnette d'alarme et mettre en garde les acteurs politiques sur les risques de violence autour des prochaines élections. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un risque de violence? Dès lors qu'il y a des disputes électorales dans des pays pas véritablement stabilisés, le risque de violence... Le Gabon n'a jamais connu de violence. Il y a toujours des échanges sur le plan politique dans plusieurs pays africains. Chaque fois qu'il y a eu des velléités, n'oubliez pas, le Gabon, c'est un peu plus d'1 million d'habitants. Ils ne sont pas nombreux. Donc, en comptant la communauté étrangère. Voilà, donc nous savons que c'est un pays qui est sous haute surveillance et qu'à chaque velléité... Et il y a de gros intérêts, donc il n'y a jamais eu de troubles dans ce pays-là. L'aviation française met de l'ordre très rapidement. Aujourd'hui, nous ne savons pas comment elle va réagir, mais ce qui est certain, c'est que le petit Gabon, entre guillemets, malgré ses ressources, retrouve très rapidement ses intérêts. C'est une question de partage du gâteau, purement et simplement. Et je n'ai pas de conseil à donner au président Ali Ben Bongo. Il suffira qu'il recourt aux recettes de son père, plus ou moins putatif, pour calmer tous ses appétits. Mais la ministre Kakovi, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement est en train de faire une fuite en avant au Gabon? Pourquoi ne pas faire face aux revendications de l'opposition? Répondre, dire, OK, nous voulons des débats contradictoires. Voilà, faisons un débat de personnes vraiment suffisamment responsables. Non, rien ne nous dit que le gouvernement ne fait pas face à ces accusations. Certes, il y a eu le porte-parole qui est sorti pour dire que l'opposition... Justement, mais il y a aussi, en politique, il y a aussi la guerre des choses dans l'ombre que nous ne maîtrisons forcément pas. Il y a les couloirs que nous ne maîtrisons pas. Mais la sortie du porte-parole du gouvernement, pour moi, elle est logique. On banalise tout simplement, c'est de la stratégie de communication. On veut donner l'impression que le gouvernement n'est nullement ébranlé par toutes ces accusations-là. Donc, on montre que le gouvernement est serein. Le président de la République est serein. C'est logique, c'est de la communication. Par contre, je vais relever deux choses suite à l'intervention de Maître Ronla. La première des choses, c'est que, n'oublions pas, que nous avons aujourd'hui un terreau favorable à la rue au Gabon. Nous avons connu un test tout récent suite au décès de M. Obama. On a vu ce qui s'est passé dans les rues de Libreville et d'autres villes gabonaises. Et donc aujourd'hui, oui, il y a la question de l'opportunité que vous avez soulevée. L'opposition veut surfer, non, au-delà de l'opportunité, l'opportunisme. L'opposition veut surfer sur cet opportunisme. Oui, mais il faut un élément déclencheur. Aujourd'hui, justement, oui, ils sont à la recherche de cet élément déclencheur. Toutes ces sorties qu'ils sont en train de faire là, c'est une quête de cet élément déclencheur. On a déjà eu cet élément par le passé. Donc, il va leur falloir trouver un autre élément qui puisse faire
une sorte d'unanimité au sein de la foule. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, on semble nous dire que la gouvernance de M. Ali Bongo n'est pas des plus glorieuses. Je ne suis pas défenseur de M. Ali Bongo, je pense qu'il en a de bien plus brillants que moi, mais ce que je puis dire, c'est quand même qu'est-ce qu'on pouvait attendre de la gouvernance de M. Ali Bongo quand on regarde du projet de société contradictoire qu'il a promis en 2009, grâce notamment au soutien de quelqu'un comme M. Guy Nzumba Ndama, ancien président de l'Assemblée nationale, qui, je rappelle, est président de l'Assemblée nationale depuis 19 ans. Et donc, c'est un des classiques. Et c'est lui qui s'est battu pour imposer d'une manière ou d'une autre M. Ali Ben Bongo. Et donc, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de ce projet totalement contradictoire qui parlait de Gabon vert, en même temps de Gabon industriel, en même temps de Gabon bleu. Mais c'est quand même un tas de ramassis de choses qui sont entre eux, entre elles totalement contradictoires. Parce que comment voulez-vous industrialiser un pays, tout en promouvant une économie verte? Ça n'est pas tout simplement possible. C'est une question de priorité. Soit vous voulez construire un Gabon vert, et donc vous oubliez automatiquement l'industrialisation. Donc c'était un projet programmatique totalement contradictoire. Donc aujourd'hui, moi personnellement, j'attends rien du bilan de M. Ali Ben Bongo. Oui, mais la vraie lutte politique se fait quand même sur le bilan. Oui, mais le problème c'est quoi? Qui sont ceux qui aujourd'hui s'attaquent au bilan? C'est là la première question. Non, j'ai l'impression que les oppositions politiques africaines sont souvent amnésiques. En 2009, oui, pour l'élection du 16 octobre 2009, je le précise, M. Guy Ndaba, qui aujourd'hui est en quelque sorte le fer de lance de cette opposition gabonaise, était le principal défenseur du projet porté par M. Ali Ben Bongo. Lequel projet était totalement contradictoire, c'était vide. C'était totalement vide. Et aujourd'hui, il vient nous coudre une nouvelle virginité. Moi, j'aimerais bien qu'il assume une part du bilan de M. Ben Bongo, puisqu'il a été la caisse de résonance au sein du Parlement, de la gouvernance de M. Ali Bongo. Donc, c'est assez facile aujourd'hui de venir critiquer. Et puis, cette question de nationalité de M. Ben Bongo, moi, je suis un peu... Je n'arrive toujours pas à être porté à un haut degré d'incandescence par cette vision nativiste de la citoyenneté. Ça me pose un problème. On peut en débattre. On a connu le cas de la Côte d'Ivoire. On a failli frôler cette même situation au Bénin il y a quelques mois en arrière. Est-ce que M. Bongo est un Gabonais de fait? Est-ce que pendant 50 ans, voire plus, il n'a pas agi en tant que Gabonais? Il n'a pas servi les intérêts gabonais. Moi, je ne suis pas juriste, donc je n'ai pas envie. Mais je vois que, politiquement, il a servi le Gabon pendant plus de 50 ans, pendant toute son existence. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un faux débat que de nous dire qu'il n'est pas Gabonais ou qu'il n'est pas le fils. Merci Bella Minus-Kakovi, merci Maître Alain Roula, Madame, Monsieur, ce sera tout pour notre premier débat de ce jour. Sans transition, voici le second sujet à décrypter dans cette émission. Nous allons directement au Soudan du Sud où, après plusieurs reports, le chef de la rébellion, Riek Machar, est enfin arrivé ce mardi à Djouba, où il a prêté serment comme vice-président conformément aux clauses de l'accord de paix d'août 2015. Mais que sera l'après-retour de Riek Machar au Soudan du Sud? La cohabitation entre le président Salva Kiir et lui sera-t-elle facile? Nous lançons le débat après cette virgule. Nous sommes de retour sur le plateau de votre émission Angle de Vue. Maître Alain Roula, est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui une paix définitive au Soudan du Sud après le retour de Riek Machar? Oui, il faut espérer, malgré le ciel qui s'assombrit tous les jours. Mais en étant réaliste, est-ce qu'on l'aura? En étant réaliste, on ne l'aura que quand l'un aura tué l'autre. Donc ça veut dire, on revient à la case départ, il n'y aura pas de paix. On avance vers la maîtrise du pouvoir par l'un des deux personnages. Et vous ne verrez nulle part les projets qui opposent les deux protagonistes de cette affaire. Les projets pour le Sud-Soudan, c'est tout simplement une question d'intérêt. Et si vous parcourez cet accord dans ses grandes lignes, c'est un accord de partage du pouvoir, c'est un accord de partage de régions, c'est un accord de partage de portefeuille ministériel. Mais est-ce qu'on peut avoir deux capitaines dans un même bateau? Parce que là, aujourd'hui, on est en train d'imposer une cohabitation à ces deux chefs de guerre. C'est pour cela que je vous dis que c'est une cohabitation fatale, c'est une cohabitation létale. Et
En fait, on les met ensemble pour s'éliminer, que le meilleur gagne, quoi. Je ne pense pas que ce soit l'intention première de la communauté internationale ou des médiateurs ou des facilitateurs. Évidemment, chaque fois qu'il y a un espoir de paix, on le cultive, on l'entretient, mais on entretient aussi ce foyer d'incandescence. C'est la nature qui finit par régler les choses. Et si la paix était acquise, je ne pense pas qu'on aurait eu à négocier sur la sécurité de Riek Machar, sur le nombre de missiles et d'armes lourdes de guerre qu'il fallait ramener à Djouba. À Djouba. Donc vous voyez très bien que c'est une paix hypocrite et que ces deux finiront par se donner, non pas le baiser de Judas parce que les jeux sont clairs, mais le baiser du lion, c'est-à-dire quand l'autre aura totalement phagocyté. Mais ce qui est dommage, malheureusement pour nos pays, pour ces pays, c'est que ces combats ne sont pas faits pour le développement d'une région, ils sont faits pour le partage. Pour des intérêts égoïstes. Pour le partage personnel des intérêts et des ressources du pays. Et l'intelligence et la raison pourraient recommander, si ces deux réussissaient leur cohabitation, à lancer leur appétit sur le Darfour qui est encore convoité et pourquoi pas sur une volonté de reconquête du Grand Soudan qui a été l'objet de cette partition. Je pense que c'est les seules choses nous sommes toujours à la case départ. Hein. Le mal est toujours là, le verre est toujours dans le fruit. Nous sommes revenus à la case départ, sans passer par la case prison. Bélamilus Kepovi, alors Riek Machar est enfin arrivé à Djouba, il a prêté serment aujourd'hui, il est le vice-président. Est-ce que vous croyez à une paix définitive désormais au Soudan du Sud? Bon, j'ai pas envie d'avoir une vision complètement décliniste des choses, mais je veux bien espérer. Je suis d'ordinaire très optimiste dans ma vie, et donc je veux bien espérer. Mais non, est-ce qu'on n'a jamais quitté la case départ? On n'a jamais quitté la case départ. On est resté au même niveau. Sont en train de tourner en... Je pense que ce qui se passe au Soudan du Sud devrait nous ramener en arrière pour quelques années, pour savoir les conditions dans lesquelles on a abouti à cette indépendance. Ça a été une indépendance complètement improvisée, non préparée, avec une certaine ingérence de certaines forces étrangères. Et donc, c'est là, en fait, tout le problème. Nous avons aujourd'hui tellement de forces étrangères ou extérieures qui s'affrontent au Soudan du Sud via deux individus. Et je rejoins totalement Maître Rounla, c'est une question d'intérêt aujourd'hui, c'est une affaire d'intérêt. D'abord, intérêt entre deux individus, c'est même pas une question d'intérêt du Soudan du Sud. C'est d'abord une question d'intérêt entre deux individus et ensuite, exactement, et ensuite, question d'intérêt entre puissances étrangères. Vous savez, quand vous prenez le président, Salva Kiir, il est soutenu par qui? Il est fondamentalement soutenu par le président ougandais, Yoweri Kaguta Museveni, lequel est de la congrégation Breakfast Prayers, qui est allié à de puissants lobbies néoconservateurs américains en vue de lutter contre les born again, en vue de lutter contre la poussée ou la montée de l'islamisme en Afrique. Et donc, de façon indirecte, M. Salva Kiir a des soutiens, de puissants soutiens, même aux États-Unis. De la même sorte que M. Riek Machar, il a également ses soutiens qui lui donnent des conseils parce que ces soutiens-là visent un certain nombre d'intérêts du sous-sol, voilà. Oui, évidemment. Donc c'est ce qui se passe. C'est totalement, j'ai pas envie de donner des leçons de morale à qui que ce soit, mais c'est totalement déplorable que l'Afrique en soit toujours là pour des questions d'intérêt miniers et que jamais on aboutisse à une véritable pacification de nos territoires. Oui, mais à votre avis, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour ramener la paix au Soudan du Sud? Je vais être assez politicien, voire machiavélique, c'est que il faut éliminer un des deux. Je suis désolé. Éliminer un des deux ou bien mettre les deux hors jeu? Parce que les médiateurs peuvent dire, OK, vous deux, on vous met hors jeu, allez à la touche. Non, c'est un faux débat parce que vous les mettez hors jeu. Déjà, est-ce qu'on a préparé la relève? Et si vous les mettez hors jeu, tôt ou tard, il y aura toujours le cadre. Écoutez, aujourd'hui, non. Le pays, sans ces deux-là. Bon, je n'ose pas croire que le Soudan du Sud soit un désert de compétences comme l'autre. Écoutez, non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est deux clans qui s'affrontent. Deux clans. Et donc, quelle que soit la mise à l'écart de l'un ou de l'autre, tôt ou tard, ils reviendront par la fenêtre. Et donc, le même problème, c'est comme le serpent qui se mord la queue. La seule solution, c'est soit d'expatrier l'un des deux ou d'éliminer l'un des deux ou d'éliminer les deux. Je suis désolé. Vous expatriez l'un des deux, il y a toujours son équipe qui est là.
Il y aura oui, un autre. Mais vous savez, vous coupez la tête du serpent, ça va régénérer. Non, mais chacun des deux mouvements aujourd'hui est géré de façon totalement paternaliste, en fait. C'est des figures. Que ce soit Riek Machar, que ce soit Salva Kiir, c'est des figures. Je n'ose pas croire que ceux qui les soutiennent, enfin, les sous-fifs qui sont derrière, eux qui se font manipuler, soient aussi forts que les mêmes carnets d'adresse que... Bon, maintenant, je ne peux jurer de rien. Néanmoins, il faut quand même dire que cet accord de paix qu'on a qualifié d'hypocrite tout à l'heure, je ne sais pas si les gens auraient pu faire autrement. Moi je voudrais saluer particulièrement le rôle de l'Éthiopie à travers son ambassadeur, M. Mesfin, et puis l'ancien président botswanais, qui a joué également... Festus Mogawe. Oui, Mogawe, qui a joué également un grand rôle. Mais une fois encore, qu'est-ce que l'Union africaine fait concrètement? Oui, parce que nous sommes au nom de l'Union africaine. Oui, mais le problème c'est quoi? Si on n'avait pas eu ces pressions américaines, ces pressions onusiennes, on serait là toujours à traîner. C'est le cas de la plupart des conflits sur le sol africain. On n'arrive jamais nous-mêmes, tant que nous allons laisser nos conflits être résolus. Par les autres. L'Union africaine est financée par l'Europe, financée par les États-Unis. C'est là le problème. Si les pays africains eux-mêmes ne financent pas l'Union africaine, vous voulez quelle force? Mais vous me rejoignez. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que nous réussissions à nous prendre en charge. C'est peut-être assez romantique ce que je dis, mais je dis, pour la plupart, nous sommes indépendants depuis tout au moins 45-50 ans. Et donc, à 50 ans, je pense qu'un être humain est suffisamment on est déjà président, quoi. Suffisamment sage, suffisamment responsable pour se prendre en charge. Il va falloir savoir. Maître Alain Roula, qu'est-ce qu'il faut pour ramener la paix au Soudan du Sud, à votre avis? Écoutez, c'est simple. Soit on élimine les deux, soit l'un élimine l'autre. Et je pense que c'est ce qui a d'abord été préconisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ne pas les éliminer, mais peut-être les mettre hors jeu. Les mettre hors jeu, oui, bien sûr. Enfin, limer les ongles. Voilà, en prônant le renvoi devant la CPI de ces deux responsables des massacres qu'il y a eu dans le Sud-Soudan. J'ignore les raisons pour lesquelles on a battu en retraite et qu'on a continué et qu'on salue le retour de Riek Machar à Djouba. L'accord de paix, nous avons compris que c'est un accord hypocrite, c'est un accord morné, c'est un accord consensus qui a été fait. Oui, mais on investit, on passe des jours à investir des millions, des milliards dans la mise en œuvre de cet accord. C'est-à-dire de la comédie politique. C'est de la comédie pure et simple, puisque le médiateur, l'ancien président botswanais que nous avons salué, lui-même dit encore aujourd'hui qu'il n'a aucun espoir pour cet accord et que cet accord n'est pas viable. Il le dit. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait alors à Djouba? Ce sont ses déclarations. Et je pense que ce ne sont pas des déclarations hypocrites maintenant. Il faut gesticuler, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas rester sans rien faire. On essaye d'accompagner la paix. Alors, M. Kapovi parlait de la maturité. Ne perdez pas de vue que nous restons de gros enfants et d'éternels adolescents qui se disputent pour du pétrole, pour des ressources minières. Et malheureusement, qui déciment cette grande et belle région du Soudan qui a beaucoup apporté aux civilisations africaines. Nous sommes pour la plupart originaires de cette région qu'on appelle aussi la Nubie, je crois, avec l'Éthiopie, etc. Donc, grande civilisation qui est en train de se mourir autour de questions d'intérêt. Alors, quand on voit la main de l'Occident tout le temps, c'est vrai que c'est regrettable, mais l'Occident poursuit ses intérêts. Quand est-ce que nous allons comprendre que nous pouvons nous-mêmes être maîtres de nos intérêts et qu'un ego s'efface devant l'autre pour le bien des peuples? C'est une grosse interrogation. Merci, Maître Alain Roula. Merci, Bélarminus Kakovi. Madame, Monsieur, ce sera tout pour notre deuxième débat de ce jour. À présent, voici un nouveau point de l'actualité sur le continent africain. C'est le flash d'information. Au Gabon, l'Union sacrée pour la patrie, un regroupement d'opposants et de leaders de la société civile a demandé au président Ali Bongo de retirer sa candidature à la prochaine élection présidentielle dans un délai d'une semaine, à défaut de démissionner la semaine qui suivra. Sinon, il sera destitué par l'Assemblée nationale ou par un soulèvement populaire. Le gouvernement a estimé que l'opposition est dans la blague et n'a aujourd'hui pas de projet pour la présidentielle à venir. En République démocratique du Congo, la dynamique de l'opposition, l'une des principales plateformes politiques opposées à un troisième mandat du président Joseph Kabila, a appelé dimanche à Kinshasa la population à accentuer la pression sur le régime pour la tenue de la présidentielle avant la fin de l'année. Cette rencontre s'est tenue en marge de la commémoration du 32e anniversaire de l'ouverture du pays au multipartisme.
Après plusieurs jours de report, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est arrivé mardi dernier à Djouba où il a immédiatement prêté serment comme vice-président et a appelé à l'unité et à la réconciliation pour mettre fin à plus de 2 ans de guerre civile. Cette cérémonie a eu lieu devant les hauts responsables de l'Union africaine et l'ancien président botswanais Festus Mogae qui préside la commission de surveillance de l'accord de paix d'août 2015. La suite de ce débat à présent, destination Burundi, où la Cour pénale internationale vient de lancer l'examen des crimes commis au Burundi en vue de l'ouverture d'une enquête sur les exactions dans ce pays. Cette initiative est-elle suffisante pour stopper les assassinats qui continuent au Burundi et où on annonce du moins la reprise prochaine du dialogue entre le gouvernement du président Nkurunziza et les opposants? Le débat, c'est après cette virgule. Le débat se poursuit avec mes invités, Bellarminus Kakovi, enseignant docteur en communication politique, et Maître Alain Ourula, avocat exerçant au Bénin. Bellarminus Kakovi, la CPI annonce donc l'examen des crimes commis pour l'ouverture d'une éventuelle procédure d'enquête. Qu'est-ce que, selon vous, on peut comprendre par cette démarche? Écoutez, je pense que cette démarche était attendue, parce qu'on ne peut pas continuer à laisser faire, à laisser tuer des citoyens de cette façon-là. Moi, je déplorais cette attitude complètement passive de la communauté internationale qui, dans d'autres pays africains, se montre plus entreprenante. Moi, ça me posait un petit problème. Enfin, il y a ce début de menace contre le régime burundais. On va juste espérer que ça pourrait faire calmer un certain nombre d'acteurs qui ne cessent de décimer la population burundaise. Le Burundi, c'est un très beau pays. Moi, j'ai eu la chance de visiter ce pays. Les Burundais, c'est des charmantes personnes. Et je ne pense pas qu'ils méritent ce qui leur arrive. Mais malheureusement, vous savez, on parle de médiation, mais on a déjà connu 3 médiateurs, toujours avec le même succès. On a connu Saïd Djinit, on a connu Abdoulaye Batili, oui. 2 envoyés spéciaux de l'ONU, ça n'a rien donné. On a connu Yoweri Museveni, qui a beaucoup de similitudes avec, avec celui qui est allé raisonner. Exactement, puisque tout comme Nkurunziza, Yoweri Museveni est arrivé au pouvoir suite à une longue guerre civile contre Milton Obote en janvier 86. Tout comme Nkurunziza, Yoweri Museveni, c'est un born again, donc ils appartiennent à la même communauté religieuse. Et donc, moi, j'avais un peu plus d'espoir qu'il puisse convaincre et raisonner son frère en Christ. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc, je voudrais bien savoir ce que ça va donner, cette énième médiation. Maître Alain Ourula, vous pensez que cette démarche de la CPI va calmer aujourd'hui les acteurs, les violences sur le terrain? La CPI vient un peu en pompier sanitaire dans un domaine qui n'est pas et qui ne relève pas de sa compétence, puisqu'il n'y a pas de massacre d'un camp organisé par l'autre. Oui, mais il y a suffisamment de civils tués aujourd'hui. Il y a une rébellion qui ne dit pas son nom, mais qui est cachée quelque part, qui frappe à Bujumbura. Il y a des assassinats ciblés. Il n'y a pas de génocide ou de risque de génocide. Mais il y a eu suffisamment de morts quand même, Maître Alain Ourula. On ne peut pas décliner l'offre, mais l'offre n'est pas pertinente et ce n'est pas ça qui va arrêter. Oui, mais si la CPI ne sort pas aujourd'hui, qui justement peut intimider le président Nkurunziza? C'est quand Nkurunziza envisageait son 3e mandat que la communauté aurait été ferme pour dire non ou dire oui. Elle a dit oui pour l'installation de Nkurunziza. Donc tout ce qui vient après, dialogue, médiation, c'est un peu pour... Oui, mais la communauté internationale aurait pu dire non comment? Aller le chercher, c'est ça? Mais comme on sait le faire... Parce que c'est un pays indépendant, le Burundi a son indépendance. La Libye aussi est un pays indépendant. La Libye est un pays indépendant. La Côte d'Ivoire est un pays indépendant. Et ça n'a pas empêché la communauté internationale d'agir à visage découvert. Oui, mais ce qui a été condamné. Donc on ne va quand même pas répéter les mauvais exemples. On ne répète pas les mauvaises expériences. Les condamnations n'ont jamais arrêté les bonnes actions au nom du droit international, distributif à géométrie variable. Si on ne voulait pas que Nkurunziza se présente, il ne se serait pas présenté et on aurait adopté
une position de fermeté. À partir du moment où on le laisse se présenter, et c'est ce qui fait jurisprudence, qui permet à tous ces potentats de se maintenir au pouvoir. Et qu'on recourt à des solutions comme union nationale, transition, dialogue etc. politique. Ça y est, c'est fait, il est installé. Et on a adoubé cette installation. Donc, ou on aurait dû empêcher la chose et on ne l'a pas fait, et donc on ne le fera pas, ou on stoppe tout simplement parce que nous savons que toutes ces exactions que l'on est en train de déplorer, de dénoncer, résultent du maintien de Pierre Nkurunziza. Donc la solution elle est également là, soit une élimination politique, soit une élimination physique, méthode auquel on n'a jamais, on a toujours recouru. Mais pas de façon officielle. Alors on annonce le dialogue, la reprise du dialogue politique. À votre avis, quelles sont les chances d'une solution prochaine acceptée de tous? Déjà, le camp Nkurunziza dit qu'il ne veut pas dialoguer avec des rebelles, en quelque sorte des forces armées. Et malgré le changement opéré à la tête de la coalition, la coalition, le regroupement, de ceux qui sont à l'extérieur, justement. À l'extérieur, il n'y a pas de chance, d'après les déclarations encore plus récentes du camp Nkurunziza, que l'on puisse assister à cette séance qualifiée d'inaugurale par les organisateurs eux-mêmes. C'est vous dire que le dialogue, ce n'est pas pour bientôt. C'est juste un semblant de dialogue que les gens veulent organiser, c'est ça? Malheureusement, vous savez, moi je ne sais pas tenir un discours, un langage diplomatique. La solution, elle est là. C'est-à-dire qu'à la force, on oppose la force, on oppose le terrorisme. Et c'est ce qui passe par ces assassinats plus ou moins ciblés, sur la responsabilité desquels chacun des camps se renvoie l'un à l'autre. Donc je pense que de la même manière que Nkurunziza a accédé au pouvoir d'État, de la même manière, on pourra le déloger. Bellamilus Kakovi, alors depuis quelque temps, on assiste à l'assassinat de hauts gradés militaires d'origine Tutsi. Est-ce que vous ne pensez pas que cette situation dresse actuellement le lit des violences ethniques? Écoutez, moi je l'avais déjà dit aux premières heures de ce conflit-là, sur votre même plateau ici, que nous sommes en train d'aller vers un massacre ethnique au Burundi. Je l'avais dit, et les faits me donnent raison, mais je ne suis pas là pour me célébrer sur ce plateau. Non, je pense que oui, inévitablement, on est déjà à l'entame de massacre ethnique au Burundi si on y prend garde. Et ce qui se passe là, on est tout à fait d'accord en partie là-dessus, c'est que la communauté internationale a une attitude totalement flemmade à l'endroit de M. Nkurunziza. Et donc, c'est les conséquences aujourd'hui. Et ensuite, je pense que, contrairement donc, à Maître, c'est là où on va avoir notre premier point de désaccord, Maître Runla, je ne pense pas qu'il faille d'abord avoir un génocide ou un massacre massif pour que la Cour pénale internationale déclenche sa procédure. Nous avons connu la Côte d'Ivoire. Il y a jurisprudence en la matière. On n'a pas connu un génocide avant que la CPI ne pointe son nez. Ensuite, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a bien pu forcer Gbagbo a discuté avec des assaillants à l'époque, notamment Jacques Chirac et son gouvernement. Et donc, on peut bel et bien forcer aujourd'hui aussi, si cette communauté internationale ne joue pas à un comportement de poids, de mesure, elle peut bel et bien aujourd'hui forcer M. Nkurunziza à discuter avec des gens qu'il qualifie de rebelles. Et vous pensez que cette discussion pourrait apporter quelque chose d'acceptable par tout le monde? Moi, j'ai toujours été... écoutez, moi, je suis libéral. Je suis un libéral pur. Et donc, je crois en un rapport de force. Moi, je ne suis pas pour la conception totalement romancière ou romantique de la vie politique. Je l'ai dit déjà ici même, qu'à M. Nkurunziza, il faut opposer la force. Il faut inévitablement opposer la force. Et donc, si on continue de discuter, moi, je ne connais pas l'issue. Je vous ai déjà dit tout à l'heure, on a eu 3 médiations qui ont lamentablement échoué. Et depuis le début, le Rwanda
disait, attention, il faut qu'on oppose la force à M. Nkurunziza, mais personne n'avait écouté Paul Kagame. Et Paul Kagame ne peut pas, de son propre chef, débarquer comme ça. Se lever et aller attaquer et aller attaquer. On n'a rien fait. Et donc aujourd'hui, on nous parle d'une 4e médiation pour quel résultat? Non. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir opposer la force à quelqu'un qui est dans sa bulle et qui dit que c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir et que parallélisme, le fameux parallélisme des formes qu'on interprète dans toutes les dimensions, qu'il n'y a que Dieu pour lui enlever ce même pouvoir. On ne sait jamais. Très rapidement, Maître Alain Orula, est-ce que vous voyez le lit de violence ethnique avec l'assassinat des hauts gradés d'origine Tutsi? Ça se prépare. Je crois qu'il y a des assassinats chez les Tutsis comme chez les Hutus. Mais on ne sait pas qui est derrière tout ça. C'est peut-être le régime qui équilibre un peu les exactions pour ne pas être indexé. Mais mon ami, on n'est pas en désaccord, bien que je supporte les accords. Je n'appelle pas la violence. Je pense malheureusement qu'il n'y a que par la violence que les gens veuillent résoudre le problème. Et la CPI, il faut le comprendre, on ne dit pas. La CPI, c'est en quelque sorte le service après-vente des Nations Unies. C'est quand il y a eu des massacres qu'elle vient juger. Il n'y a pas d'action préventive et vous verrez qu'après tous ces massacres, l'invitation de la CPI reste superficielle puisqu'il s'agit de l'examen d'une procédure d'examen pour voir si on va ouvrir une enquête ou pas. Je vous dis sans embâche, j'ai l'impression qu'ils sont un peu désœuvrés à la CPI et c'est pour ça. Merci, Maître Alain. Ils l'ont toujours été. Merci, vers la minuscule, madame, monsieur. C'est tout pour ce numéro de votre émission Angle de vue. C'était sur Sika, la première chaîne de télévision panafricaine à vous présenter le vrai visage de l'actualité sur le continent africain. L'information se poursuit sur www.sikatv.info. Portez-vous bien.